fais demi-tour. Là? Ouais, fais demi-tour. Tu regardes droit devant toi et tu bouges pas des bras. Tu fixes le regard. Non, ça va pas du tout, Fred. Attends, je te fais. Non, faut que tu aies le regard comme ça, un peu plus envoûtant. Voilà, comme ça. Tu t'arrêtes, voilà. Tu croises les bras, tu regardes la caméra, tu fais demi-tour. C'est bon, you're it boy. Voilà. Qu'est-ce qu'est la Magueur, l'épisode 23. L'un de nos 3 invités m'a conseillé de boutonner mon dernier bouton au col. Je vous laisse deviner. Vous allez deviner un peu plus tard, parce que ce soir, nous avons plusieurs spécialistes qui vont nous parler des It Girls. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une It Girl? Il y a plein de définitions. Je vais vous laisser découvrir tout d'abord les experts du jour. Honneur aux femmes. Kim Degère, spécialiste en marketing digital. Droit venu de Paris, et il a fait vraiment l'effort après une journée intense de nous rejoindre ce soir, Ariel Wiesman, dont on va parler de son documentaire Les It Girls. Et enfin, notre blogueur préféré national, Georges Guerrero, blog JSBG, le sommaire en images. Fred, tu trouves pas que c'est super négatif d'appeler une fille une It Girl? Mais c'est ce qu'elles sont, non? Comme des sacs. On pourrait se poser la question, mais je suis sûre qu'il y a une stratégie commerciale derrière tout ça. Sans blague. Et toi, tu les suis, ces It Girls? Ça m'arrive, mais certainement pas pour les mêmes raisons que toi. Ah ouais, donc c'est pour ça qu'elles ont autant de followers. Ah, elles sont fascinantes. Pour une fois, Fred, tu as raison. Le chanteur Dominique A sera avec nous pour un duplex anachronique. Les ravages de la rupture sur la loupe déformante de Robin Chesset. Fred Vallet qui imagine toujours le monde de demain dans lequel il parachutera sa fille. Et l'indescriptible Quentin Mouron qui est au pied de la lettre. D'accord. Soyez bien habillés où que vous alliez, la vie est trop courte pour qu'on se fonde dans la masse. Vous avez 1 minute pour trouver qui a dit ça. Top. Bon, c'est encore un homme, sûrement. Non, c'est une femme. Ah, tiens, pour une fois. Ah oui. Blonde. Nadine de Rothschild. Non. Un peu plus jeune. Love Amour. Un peu plus jeune. Je vois pas plus jeune que Love Amour. Franchement, voilà. Elle a perdu un petit chien récemment. Paris Hilton. Oui. Ah ouais. Ah, voilà. J'imaginais pas qu'on pouvait citer Paris Hilton, moi, mais bon. Ah, alors Mais chez nous, aujourd'hui, on tout va la est citer possible, beaucoup. Ariel. Bah oui. Tout est possible. Tout est possible. Du reste, vous êtes là. Bah C'est oui. incroyable. Mhm. On n'y croit pas et on est très heureux de vous accueillir ce soir. C'est sur grâce au notre plateau. TGV. Ah, vive le TGV, merci le TGV, Ouais. si vous nous regardez. Ouais, s'ils nous regardent, ouais. Ariel, vous avez réalisé donc un documentaire sur ces It Girls. Qu'est-ce qui vous a finalement amené à vous intéresser à ces filles? Bah, écoutez, c'était un phénomène quand même assez curieux parce que je voyais beaucoup dans le monde de la nuit dans lequel je sortais des filles qui n'avaient pas vraiment d'emploi particulier, d'occupation fixe, mais qui étaient là un peu tous les soirs, certains soirs de très bonne humeur, d'autres soirs très déprimés, mais avec toujours l'idée qu'il y avait une apparence qui était maintenue en permanence. Et puis progressivement, je les ai vus faire des petites collections pour des marques de sacs, paraître dans des reportages, des publi-reportages, et puis devenir des personnalités sur Twitter, à droite à gauche. Bon, voilà, et c'est devenu curieusement un métier, quoi. Et le phénomène était vraiment important au début des années 2010. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est bien encadré, il est à la limite beaucoup plus professionnalisé, mais il n'a pas disparu. On va regarder un petit extrait. C'était long comme réponse ou pas? Non, c'était parfait. Peut-être c'était un peu long. Non, c'était parfait. On va regarder un extrait. On a Ok. la chance de voir votre documentaire donc, ce soir à 21h. Un petit extrait pour voir Ok. de quoi on parle. Imaginez des jolies Parisiennes de 20 ans abordées dans la rue pour participer à une séance photo. Des futures It Girls. It girl, je pense que c'est un terme à double tranchant. Pour moi, être une it girl, ça signifie pas grand-chose. Une it girl, je pense que c'est une fille qui sort beaucoup, qui
qui aime bien la mode, qui connaît beaucoup de monde. C'est une fille qui se démarque des autres par rapport à son style, sa façon de parler ou ce qu'elle fait dans la vie. Et les autres filles s'identifieraient à elle par rapport à ça. Elles sont jeunes, belles et stylées. Propulsées par Internet, elles incarnent la mode et excitent les tabloïds. On ne sait pas vraiment ce qu'elles font, mais elles attirent tous les regards. Leur vie fait fantasmer, ce sont les It Girls. Ils se multiplient de manière exponentielle, au point de devenir un phénomène social et une référence pour les jeunes. Derrière les sourires, qui sont ces It Girls? Pourquoi elles fascinent et qu'est-ce qu'elles racontent de cette époque? Ariel, qui sont ces It Girls que vous avez pu suivre? Il y en a de toutes sortes. Il y en a essentiellement qui viennent de familles où elles avaient une place un peu indécise. Je pense à la famille, par exemple, de Mark Ronson, qui est une famille dans laquelle il y a plusieurs It Girls considérables. Je pense à des filles qui s'appellent Kennedy, comme Corey Kennedy, qui sont vaguement apparentées au Kennedy, mais sans réel élan social. La regrettée Peaches Geldof. Alors ça, c'est une catégorie d'It Girls. Elles sont dynastiques en quelque sorte, mais elles n'ont jamais atteint le niveau d'études, ou en tout cas l'impact sociétal qui serait digne de leur rang. Et en fait, ce seraient les nouveaux fils d'eux, c'est ça? Je suis très, très troublé par cette question. Oui, absolument. C'est les nouvelles filles d'eux, d'une certaine manière, parce qu'il y a un process dans l'arrangement familial qui fait qu'on se sent souvent écrasé par les parents, et donc on a une espèce de réaction un peu destructrice ou autodestructrice, mais en même temps, on a quand même le nom, on a quand même une façade qui est alléchante pour certaines marques ou pour des gens qui ont envie d'avoir une visibilité. Et donc, c'est vrai que très souvent, lorsqu'on est une fille d'eux et qu'on est un peu destroy, ça attire la lumière. Voilà. Oui, mais c'est quoi? C'est des œuvrements qui font qu'elles sont tout d'un coup... elles tombent dans les excès, parce que c'est aussi beaucoup d'excès, on le voit dans le documentaire. Ouais. Beaucoup de sorties, la vie la nuit, de la drogue, de l'alcool, c'est quoi? C'est un peu de tout ça, et puis c'est surtout l'idée que, on a eu une ascendance brillante et on ne sait pas trop quoi en faire. On a un héritage, on voudrait ne pas se contenter de cet héritage, mais on ne sait pas non plus quoi inventer. On n'a pas fait ni d'études de médecine, ni d'avocat, ni de ceci, ni de cela. Et donc, on sort le soir. Et en sortant le soir, on fait des rencontres. Et il y a les mauvaises rencontres. Peut-être un jour, il y a les bonnes. Il y a les gens qui s'intéressent à vous parce que vous êtes mignonne, parce que vous avez un nom et parce que vous pouvez porter une marque. Mmh. Donc, c'est vrai que pour une marque de luxe, par exemple, donner quelques sacs à une fille qui sort tous les soirs dans tous les cocktails et qui est un peu prise en photo à droite à gauche, mais c'est cadeau. Je veux dire qu'ils se battent pour leur donner ces choses-là. Le problème n'est pas est-ce qu'on leur donne un sac, même un sac à 10 000 euros. Le problème, c'est comment le leur faire parvenir. Et il y a des gens d'ailleurs qui sont spécialisés pour faire l'intermédiaire. Georges, pourquoi elles ont autant de followers finalement, ces filles? Pourquoi elles fascinent? Il y a tellement de gens qui les suivent. Déjà, il y a l'attraction du nom, comme disait Ariel. Et puis pour certaines, elles arrivent dans le radar par d'autres façons, par exemple par les reality shows ou par les blogs. Puis elles fascinent parce qu'il y a forcément un phénomène d'identification. On aimerait être à ce poste-là, ça fait rêver. On a l'impression que c'est une vie d'oisiveté, par exemple, pour les héritières. Il y a une vie de paillettes. On se retrouve justement dans tous ces cocktails. On a toujours les plus beaux habits. On a l'impression qu'on ne fait que de sortir ou de faire du shopping. Et forcément, il y a toute une identification, surtout par rapport aux jeunes filles qui se projettent dans ce mode de vie. Mais la grande question, c'est est-ce qu'elles bossent, en fait, ces filles? Est-ce qu'on ne voit pas tout ce qu'elles font derrière, ou alors elles sont juste très bien entourées? Elles ne bossent pas vraiment, en fait. C'est un peu... elles ont un lifestyle avec des obligations, effectivement. On peut leur dire, il faut que vous soyez à l'ouverture de telle boutique à Tokyo. Elles peuvent considérer que c'est une obligation.
Enfin, elles prennent un avion en première classe, elles arrivent dans un très bel hôtel, elles vont à la soirée, elles se bourrent la gueule. Voilà, c'est pas non plus le bagne. Mais enfin, on a quand même l'impression, que lorsqu'on les suit un peu sur les réseaux sociaux ou sur Instagram ou Twitter, elles ont quand même des journées bien chargées. Enfin, elles commencent le matin, elles vont défiler, ensuite le lendemain elles sont à New York, elles sont ci, ça. Enfin, c'est pas non plus de l'oisiveté totale. C'est pas de l'oisiveté, mais ça ne remplit pas une vie. Je veux dire que effectivement, c'est un emploi du temps. De la même façon qu'on peut arriver dans une soirée et avoir à dire bonjour à des tas de gens, mais pas avoir une conversation avec quelqu'un qu'on aime bien. Donc finalement, c'est ce type de vie-là qui est une vie distractive, une vie de multiplication d'occasions. Mais très souvent, et d'ailleurs on le voit dans le film, lorsqu'elles se retrouvent seules et lorsqu'elles n'ont plus cette espèce d'adrénaline des contacts à courte échéance, elles se retrouvent devant un vide, et c'est souvent ce vide-là qui fait qu'elles ont cette attitude autodestructrice. Alors, dans la famille des filles connues, filles d'eux, il y en a une qui est Kim Kardashian. Oui. Et on va regarder un extrait sur Kim Kardashian. Toutes catégories confondues, la hit girl reine du consumérisme est sans conteste Kim Kardashian. Elle a largement supplanté la pionnière Paris Hilton dans l'art de transformer son mode de vie d'héritière sulfureuse en cash machine. Fille de Robert Kardashian, l'avocat d'O.J. Simpson, cette bimbo californienne se fait un prénom grâce à la diffusion de ses ébats filmés sur Internet. Sa sextape et son fessier devenu culte font le tour du monde et lui permettent de lancer un show de télé-réalité sur les frasques de sa famille. Kim Kardashian gère un empire financier basé sur la surexploitation de son image. Tous azimuts, elle griffe des parfums, un album de musique, des vêtements, des bijoux, des chaussures, et ça marche. En 2010, elle est la personnalité la plus recherchée sur Internet. Et plus de 7 millions d'abonnés suivent en direct ses posts sur les réseaux sociaux. Quand Kim teste une nouvelle crème ou un épilateur, elle leur conseille d'en faire autant. Les marques la rémunèrent pour cette publicité virtuelle. Armani aurait payé la hit girl 25 000 $ pour être citée. En moins de 24 heures, le site officiel de la marque a enregistré un pic de 40 000 nouvelles visites. On estime les revenus de Kim Kardashian à plus de 5 millions de dollars par an. Donc on voit, il y a la catégorie des filles un peu trash. Ça a beaucoup changé depuis, oui, voilà. Ça a explosé. Alors, l'une des hit girls blogueuses connues aujourd'hui, c'est Chiara Ferragni, qui a moins de 30 ans, la milanaise, qui a un blog qui s'appelle The Blonde Salad, et en fait, qui a été classée par Forbes comme l'une des personnalités influentes moins de 30 ans, et qui gagne des millions et des millions, 8 millions par année, et elle a justement sa propre marque de chaussures. Donc on a évolué, on voit que dans la connotation négative, c'est des vraies femmes d'affaires, Kim. Oui, alors tout à fait. Je pense qu'on peut clairement voir quand même une petite différence entre les blogueuses qui sont un peu des self-made women, des femmes d'affaires comme vous le dites, et puis les hit girls qui proviennent de familles médiatisées depuis des générations. Ces blogueuses, comme Chiara Ferragni qui a commencé en 2009, ont commencé leur blog en postant un article tous les jours. Aujourd'hui, c'est sûr, elles ont un business à elles-mêmes, elles ont 10 employés, un bureau, et elles voyagent le monde pour entretenir leur collaboration, et puis elles documentent leur vie sur les réseaux sociaux pour rester en contact avec leurs millions de fans. Et comment on peut expliquer finalement la fascination du public pour ces filles? C'est quoi? C'est parce qu'elles ont l'air indépendantes et puis qu'elles choisissent de porter du Hermès, du Louis Vuitton, je ne sais quelle marque, et que ce n'est pas finalement la presse qui impose les produits? Enfin, comment est-ce qu'on explique? Moi, je trouve que les processus d'identification de la jeunesse ont beaucoup évolué. Je veux dire, on suivait quelqu'un qu'on admirait, quelqu'un qui était en quelque sorte inaccessible et qu'on suivait. Aujourd'hui, on suit quelqu'un parce qu'on veut être ce quelqu'un, beaucoup plus, parce que c'est même pas une identification, c'est quasiment... Il ne faut pas croire que les millions de gens qui suivent Kim Kardashian admirent Kim Kardashian. Elle est remplie de l'admiration que contient ce chiffre, 10 millions, 50 millions, mais dans la réalité, ce chiffre, c'est aussi beaucoup de gens qui vont la regarder de travers, ou de gens qui veulent simplement s'informer ou ne pas être en retard, ou de gens qui se disent « mais comment elle a fait? Je veux faire la même chose ».
Et le monde est rempli de gens qui ont effectivement une confiance de plus en plus limitée dans l'avenir et dans le travail, et donc qui ont l'impression qu'il va y avoir pour eux une possibilité de faire soit quasiment rien, soit quelque chose qui leur plaît, et d'être rémunéré pour ça. Cette croyance est vraiment répandue. Si vous lisez, j'ai lu ça par hasard pour l'émission l'autre jour, l'interview de Nabila Benatia dans Lui, elle explique ça parfaitement. Elle dit, ben voilà, moi je veux, en fait, elle met ses pensées au clair, elle dit, moi je veux être connue, être payée parce que je suis connue sans rien faire et pour ne rien faire, et tout le monde est comme moi. Mais est-ce que leur vie est forcément beaucoup plus vide que celle des top modèles de l'époque? Finalement, elles doivent aussi poser, elles doivent aussi avoir des rendez-vous, elles doivent aussi rester belles, elles doivent aussi rester devant la scène. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on les trouve beaucoup plus vides que n'importe quel autre top modèle de l'époque? C'est pas qu'on les trouve. Je pense que c'est une question de self-esteem. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'impression de faire quelque chose, forcément, on a plus d'estime pour soi. Et lorsque, bon, at the end of the day, on se dit, bah oui, bah, j'ai traversé un cocktail, j'ai pas parlé à telle personne, j'ai fait un selfie. Ça n'est, je veux dire, même faire un défilé de mode, participer à l'inspiration des créateurs, c'est quelque chose pour les mannequins. Pour elles, c'est une véritable activité. Oui, mais c'est entre celles qui émergent, alors elles n'émergent pas toutes, hein, il y en a quelques-unes. Je crois qu'il y a quoi, une dizaine qui sont répertoriées dans le monde comme étant les femmes influentes, et celles qui arrivent à en vivre. Alors, est-ce que c'est un modèle que l'on voudrait pour nos filles ? Moi, je pense qu'il y a aussi un autre phénomène, c'est comment accéder à la visibilité. C'est-à-dire qu'on parlait des héritières tout à l'heure. Déjà, à l'époque, par exemple, du Titanic, il y avait des héritiers Astor qui étaient dedans. Ensuite, il y a eu, même avant ça, Sissi. Après ça, il y a eu des gens qui étaient ou des stars ou qui venaient de grandes familles et qui, de par cette filiation, avaient accès aux médias de masse. Aujourd'hui, les médias ont complètement changé. On peut se créer son propre média grâce aux réseaux sociaux, ce qui permet à des personnes, par la force de leur travail ou de leur persuasion, ou sans aucune force du tout, simplement par le hasard ou la chance, c'est un peu le quart d'heure warholien. Andy Warhol l'annonçait il y a 30 ans, il est là aujourd'hui, la célébrité se suffit à elle-même. On parlait de Nabila tout à l'heure, Kim Kardashian, c'est le cas, avant elle Paris Hilton, c'est des gens qui sont arrivés dans notre paysage par la grâce d'un reality show, qui n'ont aucun talent intrinsèque, si ce n'est celui d'avoir existé sur les médias et ensuite sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'on peut se créer aujourd'hui sa propre plateforme de visibilité. Mais je pense qu'il faudrait des vrais chiffres, et je pense que là-dessus, c'est un grand tabou, mais sur tous les blogs et sur toutes les automédiatisations qui sont entamées tous les jours, combien réussissent et combien sont notables? Peut-être beaucoup moins de 1%, hein, enfin, oui, c'est ça. beaucoup moins. Donc il y a une espèce de fantasmagorie, en tout cas de jeu comme ça, de cache-cache. On a l'impression que c'est un métier, que c'est un modèle économique, alors que ça n'en est pas un. Ça n'est un modèle économique que pour quelques personnes. Et donc, il n'y a pas un nouveau métier qui s'appelle blogueuse et qui est un métier sûr, dans lequel on a des revenus assurés et réguliers. Il faut dire aux gens que ça n'est pas le cas. Lorsque on a construit une carrière avec un héritage familial, de la télévision, des journaux qui se sont intéressés à vous, etc., peut-être on a une présence sur Twitter et peut-être un blog et peut-être des gens vont vous suivre si vous n'êtes pas trop godiche, c'est possible, mais c'est hautement improbable. Mais il y en a une en tout cas qui, alors une de ces hit girls, qui maîtrise un peu tout et qui a l'impression d'être, enfin, qui nous donne l'impression qu'elle est intelligente, qu'elle s'amuse, qu'elle est pleine de vie. C'est Cara. Je ne vais pas dire son nom de famille parce qu'il est compliqué à dire. Et puis, oui. Alors elle a eu son petit buzz récemment. On vous garde une petite surprise pour après. Mais qu'est-ce qui fait que cette fille-là donne l'impression qu'elle maîtrise alors qu'on peut se foutre de la gueule des autres? Bah, Cara Delevingne, c'est une fille qui est d'abord mannequin. Je pense que voilà, elle a quand même une expertise dans le monde de la mode qui est d'un autre genre. Est-ce que quand on pose pour un vêtement, pour une marque, est-ce qu'on a cette expertise-là forcément? Bah, en réalité, les top modèles
ont une énergie, enfin moi je ne suis pas un fan de ça, mais elles ont une énergie particulière qui inspire les créateurs. Et souvent, elles passent du temps dans les cabines des créateurs. Les créateurs font les vêtements sur elles. Et il y a un dialogue qui se crée. Et donc, très souvent, il y a effectivement un travail commun, quoi. Il y a quelque chose qui se passe du point de vue créatif, qui ne se passe pas forcément avec des blogueuses qu'on va installer dans des défilés, qui vont participer au cocktail après, etc. C'est pas du tout la même chose. Mais est-ce que ces filles, finalement, comment elles se vendent? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voit une transition. Avant, c'était des stars de cinéma qu'on choisissait comme égérie de certaines marques. Aujourd'hui, c'est Cara Delevingne, Christina Bazan, enfin d'autres de ces blogueuses. Alors, Kim, comment est-ce que les marques choisissent ces filles, finalement? Qu'est-ce qui explique ce transfert? Alors, pour ces blogueuses, par exemple, leur argument de vente, vraiment, est dans le nombre de fans qu'elles ont sur différentes plateformes de réseaux sociaux ou de lecteurs sur leur blog. Donc, leur stratégie pour pouvoir augmenter ce nombre de fans va se traduire aujourd'hui beaucoup par le biais des réseaux sociaux. Et on voit que Instagram et Snapchat sont deux plateformes que les blogueuses utilisent au quotidien pour vraiment documenter leur vie et puis communiquer de façon très personnelle. Mais en même temps, c'est pas ça qui va faire qu'elles sont connues. Parce que moi, je suis sur Instagram, j'ai fait un ou deux Snapchat à des potes, c'est pas pour ça que je vais devenir connu. Qu'est-ce qui fait, au fond, vraiment, que ces filles-là commencent à prendre un peu du pouvoir? Il n'y a pas une méthode, à mon avis, il n'y a pas une méthode reine. Il y a le fait d'avoir beaucoup de followers. Le nombre de followers attire les followers, c'est-à-dire que ça a un côté attractif. Et les marques aussi. Les marques aussi aiment... c'est quand même l'individu quantifié, quoi. Il faut quand même pas se cacher les choses. En plus, on découvre de plus en plus qu'acheter des followers, ça se fait comme ça. Donc, c'est véritablement un jeu qui n'a plus rien à voir avec ce que pouvait être ce phénomène au départ, qui était... des gens se disaient, il y a des gens qui sont élégants, il y a des gens qui suivent des tendances intéressantes, qui lancent des choses, essayons de les suivre. Et c'est vrai que dans ses débuts, Kanye West avait une panoplie et une garde-robe extraordinaire, et les gens avaient envie de savoir où il trouvait ce qu'il avait. Aujourd'hui, peut-être que la magie passe un peu. On sait que lorsque Kim Kardashian dit « j'adore ces jeans Armani », on sait qu'elle est payée pour le dire. Donc il y a quand même un petit défaut d'authenticité, un doute qui s'installe progressivement. Donc, alors, ce qui marche aussi, en fait, c'est les buzz. Et je reviens sur Cara. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette petite vidéo pour Zalando pour dire que c'était disponible dans certaines villes européennes. C'était le cas aussi en Suisse, et notamment à Neuchâtel. Et alors, évidemment, elle n'a pas réussi à le dire plus ou moins bien. Et les politiciens neuchâtelois, enfin de la ville de Neuchâtel, ont décidé de répondre. On est allé les voir. Et c'est une idée originale de Bertil Sutter. So you can get it in Neuchâtel. 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 Ah ouais, Neuchâtel. À Neuchâtel, Cara Delvi. Carissima. Clara la divine. Cara de loin. Cara. Delvi. Cara. Aïe. Clara de la Vugne. Delvigné, ça c'est joli. Clara. Karl Lagervigne. Vigugne. Cara. Delvino. Non. Non. Le gouvernement de la ville de Neuchâtel invite Cara Delevingne à venir découvrir sa magnifique cité millénaire. Et Neuchâtel se réjouit de vous accueillir, Cara. Donc, Ariel, pour que vous compreniez tout ça, c'est tout l'exécutif de la ville de Neuchâtel qui... Ils sont impressionnants. Ils sont impressionnants, hein. Vous voyez comme on est moderne chez nous. Alors, la ville de Neuchâtel invite Cara à venir discuter pour lui apprendre à dire correctement Neuchâtel. Vous êtes content? Attention, elle va venir. Hein. Georges, vous êtes content? Alors, on se réjouit de la voir. On va voir si la promesse sera tenue, mais c'est une initiative intéressante. Alors, Cara Delevingne, qui est l'égérie d'une marque horlogère suisse, hein, pour ne pas la nommer, mais on peut le faire ici, Tag Heuer. Alors,
on voit que les blogueuses vendent donc leur image aux marques, mais les marques aussi, le fait qu'elles passent par ces blogueuses, ça va rendre une blogueuse plus bankable. Donc de porter une marque de luxe va faire que la cote augmente, c'est ça aussi la stratégie des blogueuses? Oui, tout à fait. On sait bien depuis déjà un bon moment que de promouvoir un produit du nom de la marque marche moins bien que de passer par une personne tierce. Si cette personne tierce est une blogueuse avec des millions de fans, qui non seulement sont des fans qui la suivent au quotidien, mais qui l'admirent, c'est du gagnant. Donc il suffit que la blogueuse fasse une mention ou un lien entrant vers le site. Le fait qu'elle porte les baskets, le sac, etc., tout le monde va vouloir avoir la même chose. Et pourtant, une bonne partie en tout cas. C'est des phénomènes marketing qui sont quand même très très capricieux. Parce que par exemple, certains sites ont décidé d'ouvrir des shops au nom de blogueurs ou de gens. Et ça n'a pas marché du tout. C'est-à-dire que lorsque vous avez Cara, par exemple, qui ouvre un petit shop sur Internet où on peut acheter directement ce qu'elle aime, les gens ne le font pas. Donc il y a une espèce de... Il ne faut pas rendre officiel le truc, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc c'est des phénomènes quand même très fragiles. Du jour au lendemain, bon, les gens peuvent se dire, bon, bah oui, ok, on passe à quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est tout à fait légitime. Donc je pense que c'est très, très volatile. On ne peut pas véritablement compter sur une carrière d'hit girl, même si des filles comme Alexa Chung, par exemple. Alexa Chung, c'est une fille qui a encore une influence extraordinaire. Alors moi, j'ai essayé de vendre mon image à une marque de luxe, ça n'a pas marché, c'est pourquoi on a encore de la pub. Retour sur le plateau de Qu'est-ce qu'elle a ma girl avec notre invité direct from Paris, Ariel Wiesman, Kim Degère et Georges. Georges, alors dites-nous, vous voulez rebondir sur la question du modèle économique des blogueuses? Oui, il est pluriel ce modèle économique, mais effectivement quand on essaye de convertir directement le fait de passer, de faire appel à des blogueuses ou à des girls en vente concrète, c'est difficile. Il y a un stade intermédiaire, les marques font plutôt ça pour construire de la notoriété de marque, de la brand awareness comme on dit. Donc partant de là, elles essaient de construire une espèce de nouvelle histoire en se basant sur les basiques, les fondamentaux de la marque. Construire surtout, faire appel à ces types de personnes pour renouveler par le bas en termes d'âge leur notoriété, surtout pour les marchés asiatiques. Pour certaines marques de luxe sont très anciennes, ils ont une clientèle avec un pouvoir d'achat élevé mais vieillissante et elles doivent repartir par le bas. Donc avec les blogueuses, avec les hit girls, elles ont une façon d'une part de toucher cette nouvelle clientèle et puis d'autre part aussi de faire quelques économies parce que par rapport, si on compte un contact final, c'est comme ça que les publicitaires comptent, le prix du contact est beaucoup moins élevé en passant par exemple par quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux parce qu'avec des moyens limités, en s'offrant une blogueuse, on va toucher 2, 3 millions, 4 millions, même plus de followers. Plutôt que du print en fait. Plutôt que du print qui coûte très cher et puis dont la clientèle cible n'est pas justement celle souhaitée. Alors, oui, on est en pleine période où on se rend compte qu'un certain nombre de moyens de communiquer qui étaient utilisés par les marques étaient totalement vides de sens et vides d'efficacité. Particulièrement, malheureusement, toute l'économie qui est fondée sur toutes ces pages de pub et tous ces supports mode qui se révèlent hyper inefficaces. Donc c'est vrai que passer par quelqu'un, faire entre guillemets du hors-média, c'est un peu une loterie, mais ça peut avoir des conséquences gigantesques. Une fille qui a un incident sur un tapis rouge avec des chaussures à un moment précis et qui attire l'attention d'un seul coup, ça peut être un jackpot pour une marque. Et c'est vrai que c'est difficile à prévoir, mais l'investissement est tellement faible que pourquoi pas, quoi. Ariel, on regarde un dernier extrait. Donc, je rappelle, on verra le documentaire plus tard à 21h, mais un dernier extrait de votre documentaire Hit Girls sur le modèle économique. Alors qu'on les fantasme oisives, les Hit Girls, lancées par la série Gossip Girl, travaillent sur tous les fronts pour décliner leur célébrité et attirer les fans.
Certains de ces jeunes gens sont sur les Champs-Élysées depuis 9 h ce matin. Ils attendent Taylor Momsen, qui se lance dans la musique après s'être révélé dans Gossip Girl. À peine 17 ans, Taylor Momsen est une icône du style qui excite la presse. Mise sur orbite par le succès phénoménal de Gossip Girl, elle se révolte aujourd'hui contre son personnage pour s'affirmer en rockeuse, sexy et rebelle. Cette espèce de nouvelle femme d'affaires qui n'utilise pas le matériel pour arriver au virtuel, mais utilise le virtuel pour arriver au matériel. Et ça, c'est moderne. Lolita moderne, les It Girls sont des archétypes de femmes sûres d'elles et décomplexées. Douées pour jouer avec la mode et tous les codes sociaux, elles produisent une nouvelle culture jeune. Elles s'imposent comme des figures omniprésentes de notre monde marchand qui investit dans leur sourire pour mieux se régénérer. Si les It Girls sont des monstres de futilité, elles témoignent aussi d'une imparable actualité. Elles savent faire de leur narcissisme une profession, mais au fond, elles ne sont que le pur produit de notre société des images. Elles nous racontent l'obsession de la promotion de soi dans un monde où la réussite ne semble plus passer que par une certaine idée de la visibilité. On se réjouit de voir ça, Ariel. Où est Taylor Momsen? Ah oui. On lui a réservé une place, hein, Oui, on a attendu. Voilà, mais c'est pour la prochaine fois que vous reviendrez nous voir, elle sera là, promis. Osez. Peut-être en cire, on ne sait pas. Alors, vous savez, on a parlé beaucoup de femmes, mais il y en a un qui est féministe ici, et il s'appelle Fred Vallet. Regardez donc. Oh, ouais, c'est vrai, je suis féministe. Oui, je suis féministe. Enfin, je crois. Je crois parce que j'aimerais que ma fille puisse être Ariel Wiesman avec des nibards. Qu'elle les écume les barres avec cet air détaché jusqu'à l'aube mais boutonné jusqu'à la glotte qu'elle n'aura jamais. L'élégance dans l'outrance mais le couvre-chef totalement décousu d'arrogance. Qu'elle puisse un jour porter sans vergogne un prénom de poudre à lessive tout en hurlant son amour pour la machine médiatique en déchirant ses petites culottes bleu marine. Que l'immigration n'est pas un problème à partir du moment où elle est lucrative. Mais on le savait ça. Elle l'est souvent. Merci Marine. Qu'elle puisse elle aussi tailler un costard à Patrick Sébastien sur France Culture sans qu'on l'accuse forcément de tailler des pipes à la culture élitaire. Et on fait tourner les serviettes. J'aurais qu'elle puisse caresser des platines dans un carré VIP sans qu'on la projette sans semonce dans le cercle des cruches à racines platines. Qu'elle injecte un peu de paillettes dans l'intellect, du corps, dans la métaphore. Dans la mode, il ne s'agit pas d'avoir un goût sûr, il s'agit d'avoir un goût certain. Franchement, j'aimerais bien qu'elle s'autorise à élire un juppé entre deux lignes d'un journal tout en imposant la jupe entre deux lignes de métro. Qu'elle sache imposer un ton sans en devenir un, qu'elle puisse sauter du coq à l'âne et de la réplique qui pique au documentaire atypique en évitant sobrement tous les platanes. J'aimerais qu'elle se permette de fréquenter Amanda Lear sans qu'on soit inévitablement surpris qu'elle passe aussi ses nuits à lire. Qu'elle singe adroitement le dandy sans passer pour la vieille dinde qui se dandine, qu'elle ne fasse pas son âge. Ça paraît prétentieux, mais dès que je sentais la fin venir, je partais. Qu'elle reste à la page sans faire la couverture, mais qu'elle la tire à elle quand il commence à faire un peu froid. Qu'elle passe parfois pour la putaclic si ça peut un jour lui éviter de devenir une putacrac. Au fond, je rêve que ma fille cherche autant à devenir un Wiesman qu'une winneuse, qu'un yesman qu'une petite allumeuse. Voilà, il vous a fait une Faut qu'il déclaration prenne soin de d'amour. sa bouche, c'est vraiment son organe de travail, quoi. Tu peux pas l'abîmer, quoi. Elle est en gros plan en permanence, quoi. Elle est assurée déjà. Ah ouais, j'imagine. C'est vraiment un sacré outil. On parle aussi de culture pendant. Merci en tout cas. Hein. Sur cette émission. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve, Fred, aujourd'hui? Oui, il est là. On reçoit Dominique A, qui est en duplex avec nous. Dominique A, vous nous recevez? Oui, très bien, merci. Alors, dans votre dernier disque, vous nous donnez rendez-vous à Eleor. Eleor, ça n'existe pas. Merci bien. Ah oui, c'est bien pour ça que je vous donne rendez-vous, pour vous faire tourner comme des bourriques. Alors voilà, c'est fait. Hein. On a tourné votre disque pendant 3 mois. On a tourné sur la planète pour essayer de trouver Eleor, mais je ne suis pas rancunier. Sujet. Dominique A. A comme année.
Dominica n'a pas attendu la fin de l'alphabet pour assembler les mots dans des chansons qui défient les années. 20 ans que le géant au crâne vierge promène sa voix de vrai gentil entre les syllabes d'une chanson française mélancolique, exigeante et blottie contre les réflexes anglo-saxons. Après avoir ébloui le grand public en regardant vers les lueurs, c'est à Éléor que le français embarque son public tout aussi exigeant que lui. Éléor, un lieu presque imaginaire pour un album de voyage, même de dernier voyage, épuré, bardé de cordes et d'une musicalité désarmante. Dans la foulée, c'est un bouquin qu'il sort aussi, Regardez l'océan. En 2015, et avec Dominique A, l'état contemplatif n'a jamais été aussi stimulant. Alors Éléor, à la base, c'est une petite île au Danemark, qui s'orthographie avec 2 L et un E à la fin. Là, j'ai modifié l'orthographe. Plus exactement, mon entourage commençait, en écrivant le titre, à modifier l'orthographe, et j'ai trouvé que c'était assez joli, que c'était finalement plus juste de l'idée de la chanson qui est un rendez-vous donné dans un lieu imaginaire. Donc c'est plus du tout cette petite île danoise, c'est une espèce de lieu de rencontre fantasmatique. Est-ce que vous êtes allé sur l'île? Ah non, pas du tout, non, je n'ai pas vu, c'est un caillou. Hein, c'est un doigt sur la carte? Oui, un ongle, je dirais. Oui, non, c'est un magazine qui s'appelle Le Tigre, qui recensait les micronations, les petites républiques dans le monde, et qui parlait justement de l'île d'Éléor, qui a été rachetée par des excentriques danois dans les années 40, des professeurs d'université, qui est devenu un lieu de rendez-vous annuel. C'est parti vraiment de là, et après moi j'ai fait ma petite tout s'est décanté, et j'en ai fait une histoire qui n'a rien à voir en fait, je crois. Alors sur le disque précédent c'était les bois, cette fois c'est les cordes, la prochaine fois ce sera les cuivres. Vous êtes obsessionnel? Ouais, c'est des obsessions, mais ça sera peut-être autre chose. Hein. Je ne dis pas quoi, mais j'ai déjà une petite idée. Oui, je trouve que c'est une façon de typer un disque, vraiment, de ramener des éléments comme ça très identifiables, avec une présence très forte. Et puis je dirais que là, les chansons appelaient, les chansons très lyriques, appelaient les cordes, appelaient les violons. Alors ces cordes sont un tout petit peu moins bordéliques que ce que vous avez fait à l'époque. Il y en a eu sur un album qui s'appelait Tout sera comme avant, en 2004, où elles étaient très... mais elles étaient un peu noyées dans le magma sonore. Donc là, l'idée, c'était vraiment de les faire apparaître à des moments clés et qu'elles prennent toute la place. Et qu'elles soient simples, qu'elles jouent des thèmes très identifiables, très mémorisables et chantables, parce que j'avais envie d'épure, de simplicité. Alors ça c'est pour tout la même chose, hein. Les textes ils sont très simples, ils sont en tout cas plus simples. Pour la musique aussi, on la chantonne très rapidement. Vous avez réalisé que vous faites enfin que de la chanson? Oui, c'est vrai, mais c'est surtout que je sortais d'un disque assez touffu, le précédent, Vers les lueurs, qui avait été très bien accueilli, et j'avais envie de ne pas m'enfermer dans quelque chose qui serait à nouveau un peu expérimental, un peu compliqué. Et puis parce que, en tant qu'auditeur, à ce moment-là, j'écoutais de la pop, des chansons très simples, et que j'avais envie de ça. C'est tout. Alors, sur ce disque, vous reprenez aussi la guitare à fond, et puis c'est vous qui avez créé les cordes. Est-ce que c'est une manière, finalement, de tout contrôler? C'était pas tant de l'envie de maîtriser que l'impression que le son que j'avais en tête, finalement les choses étaient très dessinées. Sur le précédent, j'avais juste la structure des chansons et j'avais envie que les musiciens interviennent très fortement, très directement sur les arrangements. Là, c'était le contraire. J'avais une image assez arrêtée du son du disque. Enfin, une image assez arrêtée du son, vous me comprenez. Et donc, j'ai poussé assez loin les arrangements avant de travailler avec des musiciens qui ont ramené leurs pattes et leur façon de faire et des choses que je n'imaginais pas. Mais il y avait quand même finalement un écart assez minime entre ce que j'ai enregistré chez moi comme ébauche et le résultat final. Dans la foulée, vous sortez aussi un livre, votre deuxième, où on fait connaissance un peu avec vos découvertes, vos premières fois, des relations amoureuses à la relation avec votre grand-père. Vous disiez à l'époque que vous aviez peur de votre vénération pour la littérature. Ça va mieux pour le deuxième livre? Oui, parce qu'il y a eu la confiance accordée suite au premier. Justement, le premier livre, Y revenir, était un peu un test aussi, hormis le fait de vouloir écrire un jour un livre de ce genre-là.
avec une trame très autobiographique. C'était un peu, voilà, j'attendais la réception d'un lectorat pour savoir si ça valait le coup de s'accrocher et si l'envie que j'avais d'écrire se justifiait par rapport à ce que je faisais, enfin, à ce qui en sortait, pardon. Et donc, comme il y a eu une bonne réponse, ça m'a donné envie, oui, de continuer, de remettre le couvert. Et après, c'est un travail qui est que j'aborde vraiment avec beaucoup de précautions, trop sans doute. Ça manque encore un petit peu de laisser aller. C'est un work in progress, comme on dit. Et j'ai envie de continuer. Ce qui est fou, c'est que l'écriture, c'est votre vie. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on écrit des mots dans un livre et ça fait peur? Le livre, c'est un peu les tables de la loi, un petit peu. C'est un peu le marbre. La chanson, c'est volatile et en même temps, c'est en vous. C'est plus. J'ai l'impression que finalement, ça engage moins. Qu'on peut. C'est pas grave si on rate une chanson. Il y en aura d'autres. Par contre, planter un livre, c'est plus délicat. Ça demande beaucoup de temps, c'est beaucoup c'est un travail qui est un travail de joaillier, la littérature, et puis c'est un travail solitaire, alors que la musique, c'est un travail de compagnonnage, d'amitié aussi. Enfin, moi, je ne conçois pas de faire de la musique avec des gens qui ne soient pas des copains, qu'ils ne deviennent pas, ça ne m'intéresse pas. Dans votre cas, quand est-ce qu'on sait qu'un tel mot va dans une chanson et l'autre dans un livre? Parce que dans tout ce qui est très autobiographique, je dirais qu'à quelques exceptions près, les chansons ne le sont pas. Ce sont des histoires inspirées par mille choses, mais pas forcément directement par mes expériences. C'est-à-dire que même si je mets en scène une chanson dans un décor où j'ai déjà été, dans un pays où j'ai déjà été, que ce soit dans le dernier album, comme le Cap Farvel, j'étais pas loin, c'est le sud du Groenland, que ce soit le Canada, bon, ce sont des histoires qui me sont extérieures. Par contre, tout ce qui a un caractère plus autobiographique, voilà, je sais que c'est ce dont j'ai envie de traiter dans un cadre littéraire, quoi. J'ai envie d'utiliser mon vécu et mes expériences pour écrire. Donc la ligne de démarcation, elle est assez simple en fait. Dominica, merci. Merci à vous. Alors on ne sait pas si Quentin Mouron va se mettre à la chanson, mais pour l'instant, il est au pied de la lettre. Cher H-Dom, cher Andonia Dimitrievitch, depuis longtemps déjà, j'étais content de trouver dans votre catalogue des traductions de Rozanov, de Tchestov, de Berdaïev, que vous étiez, à mon sens, les seuls à avoir daigné traduire. Et l'autre jour, me baladant dans une librairie d'une grande surface, je ne sais pas si on peut citer le nom, je crois qu'on est sur une chaîne privée, on peut y aller, j'ai eu la surprise, la commotion de tomber sur les œuvres complètes de Bruno Schulz, retraduites et publiées en 2014. Bruno Schulz en 2014, qui en a quelque chose à foutre? Est-ce qu'on fait de l'argent avec Bruno Schulz en 2014? Est-ce qu'on est invité à des salons, des festivals, des tables rondes? Est-ce qu'on touche des subventions avec Bruno Schulz? Est-ce qu'on a les honneurs des médias? Est-ce qu'on se voit ouvrir les assez sinistres journées de Soler? Est-ce qu'on s'attire les bonnes grâces de toutes les dames patronesses de la culture romande? Non, sans doute. Et c'est tout à votre honneur de continuer d'extraire, d'inhumer ce genre de chef-d'œuvre, de lutter contre l'oubli, contre l'indifférence, contre la grisaille, en d'autres termes, de lutter contre le monde, tout comme Bruno Schulz, lorsqu'il se dressait dans les petites rues d'une ville sinistre de la province polonaise, qu'il moulinait avec sa plume colorée, qu'il mettait de la poésie là où il n'y aurait jamais dû en avoir, invoquant tantôt une nuée d'oiseaux diaprés, tantôt une rivière de cafards noirâtres, transformant son propre père tantôt en un mannequin bizarre, tantôt en un malade terrifiant, tantôt en un fantasmagorique boutiquier. Cher H-Dom, cher Bruno Schulz, cher Andonia, vous participez d'un même mouvement, d'un mouvement de folie qui confine parfois au suicide, mais qui nous réjouit et nous permet d'avancer dans notre lutte contre l'indifférence. Bon, on arrive bientôt au terme de cette émission. Alors Ariel, Hélas. ça ne vous a plu? Vous êtes triste de nous quitter? Très triste. De repartir à Paris? Oui.
Je crois que je vais acheter une ou deux petites propriétés en Suisse pour pouvoir Voilà. de temps en temps venir. On va vous accueillir. Passer du temps, bah oui. Alors, l'actu, Black Dandy, c'est un nouveau documentaire que vous venez... Oui, qui est passé le mois dernier sur Canal+, mais que je crois qu'on peut voir encore en vidéo à la demande. Quoi d'autre? À venir. Tous les jours, la nouvelle édition. Et puis à venir, un roman que je vais écrire cet été. Des bébés. D'autres documentaires Asian Dandy. Des bébés, j'en ai un là. Je viens d'en avoir un, il a 16 mois. Ouais, voilà. Alors, je ne sais pas s'il regarde la télé suisse, mais... Bonjour alors, si vous nous regardez. Georges, actu, le blog JSBG. Le blog plus que jamais, JSBG, et puis ma petite plume ici et là dans notre magazine. Bilan. Entre autres. Profil. Et vous, Kim, vous partez Digital Luxury Group, on a effectivement dans une de nos 3 segments Luxury Society, un événement, une conférence qui se profile à Londres et une à New York où on invite des professionnels du luxe à venir parler. Donc voilà, si quelqu'un nous écoute, qui regarde sur le site. Mais Georges, il va venir. Voilà. Merci, nous on vous retrouve jeudi et on va parler d'un thème qui pourrait vous intéresser, comment parler de sexe aux enfants. Voilà. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Ils en parlent déjà. N'oubliez pas de regarder Profession Hit Girl à 21h et très bonne continuation. Merci.